Je suis avec Julien Gary à la LEMAC 2018 où il vient de nous présenter son atelier sur le sabre de cavalerie. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors on a essayé de faire un atelier pour présenter le sabre militaire de la cavalerie française, donc un sabre qui avait une réelle finalité, qui avait pour objectif d'être appliqué dans un combat fait pour tuer en grande partie, puisque c'est le champ de bataille. On a étudié une période assez large qui va du début du 19e siècle et des guerres de l'Empire jusqu'aux veilles de la Première Guerre mondiale, en se centrant autour de la méthode dite la méthode française, c'est-à-dire la méthode qui était enseignée officiellement aux cavaliers et qui était inclue au règlement des manœuvres de la cavalerie. Donc c'est la méthode qui était reconnue par le ministère de la Guerre comme étant la seule escrime au sabre, puisque là on s'est centré sur le sabre, on a parlé un petit peu de la lance aussi de cavalerie qui est en vigueur encore au 19e siècle. Et cette escrime est donc la seule reconnue par le ministère comme étant celle qui doit être utilisée par les soldats de l'armée française sur le champ de bataille. D'accord, donc c'était avec des sabres de 1822. C'est ça, donc on a travaillé avec une dizaine de sabres modèle 1822 de cavalerie légère. Donc c'est typiquement le genre de sabre qui pouvait correspondre aux escrimes qu'on a présentées dans cet atelier. D'accord, et au niveau des sources, donc tu avais quand même à un moment donné, tu as parlé de plusieurs manuels parallèles qui étaient utilisés souvent par les instructeurs. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, le règlement fait partie de la base indispensable de ce que doivent apprendre les instructeurs militaires aux cavaliers, mais après, rien ne les empêche d'aller chercher d'autres techniques, en plus de celles qui doivent obligatoirement apprendre aux cavaliers, dans les manuels, dans les traités d'escrime à cheval qui sont rédigés par des officiers, par des volontaires, en fait, des escrimeurs, des gens qui s'y connaissent, pour améliorer la méthode française ou la remplacer sans vraiment dire son nom. Mais comme c'est assez mal vu de prétendre qu'un règlement est pourri, en fait, il faut pas le dire, il faut surtout pas le dire. Du coup, on dit toujours ah oui, mais le règlement il est bien, mais quand même il manque des trucs, donc il faut rajouter telle technique, il faut rajouter tel exercice. D'accord, et du coup, est-ce que ça faisait qu'il y avait des instructeurs militaires qui étaient mieux reconnus que d'autres? Alors, qui sont mieux reconnus que d'autres, non. Il y en a qui sont plus influents, mais ils ne sont pas forcément connus. Par exemple, le commandant Desruets, à la fin du 19e siècle, est quelqu'un de très influent dans le milieu de l'escrime, mais s'il est connu au petit niveau local, au sein de l'armée, on ne sait pas forcément qui rédige le règlement. Nous, on sait son influence sur le règlement, mais au final, la plupart des officiers instructeurs ne savent pas forcément d'où vient leur règlement. Et le général qui est derrière le tout premier règlement qui est inclus aux manœuvres de la cavalerie, le tout premier règlement officiel français, c'est le général Durfort, mais personne à l'époque, il y a très peu de gens qui sont au courant que c'est lui, qui sont conscients que c'est ce nom-là qui est à placer derrière la méthode française. Puisque les méthodes du ministère de la Guerre sont rendues anonymes. Elles sont signées ministère de la Guerre, ou elles sont signées, comme tout le reste du règlement, par le nom du ministre en vigueur, mais il n'y a pas de nom derrière. D'accord. Et donc au niveau de la conduite de ton atelier, quels étaient les... Tout le monde n'avait pas de chevaux. Ouais, oui. Alors on a essayé de travailler de manière à correspondre à l'entraînement en fait, des cavaliers français, puisque dans l'immense majorité des traités d'escrime à cheval, sauf quelques rares propositions émanant souvent des officiers polonais, un entraînement d'escrime à cheval se passe d'abord à pied et ensuite à cheval. C'est-à-dire que le cavalier doit d'abord être capable de maîtriser son escrime à pied, dans la position du cavalier, donc une position où on est face à l'adversaire avec les jambes écartées et la main gauche à hauteur de bride. Dans cette position-là, il doit contrôler tous ses gestes, connaître toutes ses gardes, appliquer toutes ses techniques, et après seulement une fois qu'il maîtrise tout ça, et qu'il est devenu d'un autre côté un assez bon cavalier, là il peut essayer de mélanger les deux. Mais c'est très dangereux en fait, et c'est un phénomène qui est connu et reconnu par les instructeurs de cavalerie, d'essayer de mettre quelqu'un sur un cheval qui ne saura pas quoi faire de son arme, parce que ça peut blesser le cheval, le faire paniquer, et faire paniquer les autres chevaux, et du coup créer un peu Un gros problème. un gros bazar dans le régiment. D'accord. Il vaut mieux éviter. Effectivement.
Et du coup, donc là, oui, il y avait énormément de difficultés. Est-ce que tu disais que les chevaux avaient peur d'énormément de choses? Oui, 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 les chevaux sont des animaux très trouillards, hein. Dans la chaîne alimentaire, les chevaux, les rares chevaux sauvages qui existent encore, les chevaux de Prevasky et autres du côté du Kazakhstan et de la Mongolie, sont des proies. C'est des proies des lynx ou des autres grands prédateurs, et c'est des animaux de fuite. C'est-à-dire qu'il y a il y a certains comportements de proie qui va être dans l'opposition, dans la résistance, comme les rhinocéros ou d'autres animaux qui vont chercher à encorner. Le cheval, lui, pour survivre, va se barrer. Il se barre très vite, en courant, au grand galop. Et du coup, un cheval confronté à une menace, quelque chose d'inconnu, c'est-à-dire un sabre qui brille un peu trop fort, un petit drapeau qui flotte là où il ne faut pas, son premier réflexe, ça va être de se barrer. Et de se barrer au galop, qu'il ait un cavalier sur son dos ou pas. Du coup, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte absolument quand on fait de l'escrime à cheval. Il va falloir tout faire pour préparer son cheval à ne pas avoir peur du sabre, à ne pas avoir peur non seulement d'un sabre qui est sur son dos, mais du sabre sur son dos qui va rencontrer le sabre d'un autre, qui est aussi sur le dos d'un cheval, ou d'un fantassin, parce qu'on va devoir se combattre contre toutes sortes d'ennemis, donc des ennemis qui sont équipés de la même arme que nous. Si on a un sabre, ils auront un sabre, qui peuvent être équipés d'autres armes, donc de lance, ou contre des fantassins, le plus souvent équipés de fusils baïonnettes. Du coup, il va falloir apprendre au cheval à gérer toutes ces menaces différentes. Donc il y a différentes techniques d'élevage utilisées. Il faut aussi leur apprendre à ne pas avoir peur des coups de feu, à ne pas avoir peur des uniformes et des froufrous et des pompons, des dragons, des sabres qui font des petits trucs qui bougent près de la main. Un petit truc qui bouge pour le cheval, c'est l'horreur, c'est le comble de la menace. Ne pas avoir peur du bruit du sabre qui va percuter un autre sabre, donc de l'acier qui claque sur l'acier, ou sur une cible, puisque le travail à la cible et au mannequin fait aussi partie de l'entraînement du cavalier. Parce que comme on l'a vu dans l'atelier, des cavaliers lancés même au trot, face à face, ça va très très vite, et du coup le choc peut être très violent. On ne s'entraîne pas forcément avec. Oui, il y avait un exercice. Ouais. Et du coup, nous, on a fait l'exercice à pied où on faisait se rencontrer deux fantassins en courant avec leurs doigts sabres, puisqu'on n'a pas fait avec les sabres, ça aurait été beaucoup trop dangereux, surtout s'ils se ratent, vu que c'était des débutants essentiellement. Donc on a fait déjà avec le doigt, c'était suffisant niveau menace. Et ils se croisent comme ça à vitesse et on voit le peu de technique finalement qu'on a l'occasion de poser dans ce laps de temps, et aussi la violence de ce choc avec deux personnes lancées. Alors là c'était au trot, mais ça peut être aussi au galop, qui se rencontrent et qui se croisent. Ouais, effectivement. Bon, à la fin, donc affronter les baïonnettes. Oui, alors on a essayé de faire un petit peu ludique au cours de l'atelier. Donc quand on faisait courir les colonnes de cavaliers face à face, voilà, c'est aussi ludique, hein. On sait que les gens aiment bien faire ça, et ça leur permet de se rendre compte d'une certaine réalité qu'ils n'envisagent pas forcément. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude des chevaux et de l'équitation, ça peut paraître abstrait d'imaginer des chevaux qui se rencontrent. Et l'exercice de la table permettait de se rendre compte de la différence de niveau entre le cavalier, qui est donc perché sur une table avec son sabre, en position du cavalier, et le fantassin qui arrive avec son fusil baïonnette. Donc le cavalier se situe à peu près à la même hauteur que s'il était sur un cheval, en étant debout sur sa table. Et du coup, le fantassin, avec son fusil baïonnette, se trouve à peu près pareil à la même hauteur pour le viser lui. Et l'objectif était d'appliquer les techniques de défense du cheval, puisque le cheval est une cible prioritaire dans le combat à cheval. Parce que comme le cheval est très trouillard, il suffit de le frapper une fois pour qu'il se cavre, pour qu'il ait très peur, et pour que pour lui le combat s'arrête, même si on ne le tue pas. Effectivement. Donc il faut défendre son cheval, et cet exercice-là permet d'entraîner à défendre un cheval sans risquer de casser un vrai cheval. Ce qui serait assez embêtant, et pour la cavalerie française du 19e siècle, ce qui coûte aussi très cher, un facteur non négligeable de l'entraînement militaire. En effet, et c'est un exercice qui est dans le traité d'Alexandre Müller en 1816. D'accord. Ouais, bien, en tout cas merci, et puis à bientôt pour un prochain atelier. Et ben de rien.